Je dis en partie parce qu'elle n'était pas aussi précise que celle qu'ils mettent en compte, mais ça a forcé un petit peu Darwin à publier très, très vite son ouvrage. Le problème de Darwin, je vais dire vraiment, ce que je dis là, ce sera plus expliqué et plus détaillé dans le livre, parce que j'ai plus de temps, vous voyez. Le problème des espèces, c'est l'idée de Darwin, c'est la sélection naturelle. C'est le plus fort qui l'emporte. D'ailleurs, il y a une idée qui a été développée à propos des girafes. Pour la marque, pourquoi la girafe avait un grand cou? C'est pour attraper les feuilles qui étaient haut dans l'arbre. Et le cou s'allongeait pour s'adapter à la situation. Pour Darwin, c'est pas ça du tout. Il y avait des girafes à petit cou, des girafes à grand cou. Les girafes à petit cou n'ont pas survécu, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre les feuilles. Les girafes à grand cou ont survécu. Alors c'est la première chose, c'est les plus forts qui l'emportent et les plus faibles qui disparaissent parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'environnement. C'était un petit peu tout l'idée de Darwin, l'adaptation à l'environnement. Mais il a été plus loin après. Il a parlé de sélection sexuelle. Je ne vais pas tout dire ce que j'ai à dire parce qu'il y en a trop. Sélection sexuelle. Et on passe, si vous voulez, de la défense de l'individu à la défense. C'est déjà une distorsion de la lutte pour la vie, à la sélection pour la descendance. La sélection sexuelle, c'est ceux qui sont, pas forcément ceux qui sont les plus forts qui gagnent, c'est quelquefois ceux qui sont les plus beaux, ceux qui sont les plus séduisants. Et ça peut même être un handicap pour la lutte pour la vie. Il y a, alors Darwin a reconnu qu'il y a une sélection sexuelle, c'est-à-dire l'individu passe après la descendance. C'est important de le dire parce que on passera à un autre sujet qui est ce que Patrick Thor, c'est un astronome, un paléontologue de Paris, l'effet réversif de l'évolution. L'effet réversif, ça veut dire que avant l'individu, avant la descendance, passe la société. Oui. Je le retrouve, alors je ne sais pas que c'est l'un des thèmes chers, je le retrouve avec Teilhard de Chardin, qui parle du saut de la réflexion. L'homme ne fait pas que savoir, il sait qu'il sait. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire qu'il peut revenir sur le présent et sur le passé et sur le futur. Il peut avoir ses prévisions. Et c'est probablement l'originalité de l'homme. Je vais un petit peu au hasard, et je vais vous parler du hasard, parce qu'on le dit, le hasard. Il y a, après la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, a beaucoup évolué après. Darwin, c'était il y a un siècle, et les paléontologues ont continué à j'avais posé la question à Patrick Thor en lui disant si je faisais un exposé comme ça, magistral sur l'évolution, et je lui ai dit mais on n'a pas parlé du hasard.
Et à cela, il dit, le hasard, c'est un mot que les scientifiques n'aiment pas, parce que c'est un aveu d'impuissance. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, puisque Jacques Monod a exprimé, a expliqué ce qu'était le hasard. Et en disant, en racontant cette petite histoire, qui est tout de même assez qui évoque bien des choses, c'est une histoire inventée, mais pourquoi elle n'existerait pas? Il se trouve que dans une maison, le couvreur est en train de réparer le toit. Et dans la maison, il y a un malade qu'on appelle le médecin. Le médecin arrive, et juste au moment où il passe la porte, le couvreur laisse tomber un marteau et lui fracasse le crâne. Le hasard, ça veut dire que c'est deux chaînes de causalité qui se rencontrent. Vous voyez? Alors on a dit quelquefois, quand je vous ai parlé des grands noms, on a dit quelquefois le hasard, mais ça n'explique pas l'invention, ça n'explique pas, j'allais dire, je l'explique dans mon livre à propos de l'œil, par exemple, qui est probablement un phénomène très, très savant et très particulier. Paris Hilton dit c'est pas possible. C'est comme dans une loterie où il y aurait 1 milliard de billets vendus. Le problème, c'est que dans l'évolution prend tous les billets. Et il y a un qui est gagnant, et c'est celui-là qui va continuer, qui va nécessiter, le hasard et la nécessité, comme dit Jacques Monod, la nécessité, après ça se continue. Et alors ça, c'est l'explication qu'il peut y avoir du hasard, et ça a été, si vous voulez, confronté à... Alors, je ne suis pas allé très loin, je ne suis pas un scientifique, mais j'ai lu beaucoup de choses. Ça a été confronté à ce qu'est la génétique, par exemple, où effectivement, Darwin avait fait des filiations, des descendances, vous savez, il avait fait un tableau, d'ailleurs très bien fait, qui montrait que le père enregistrait le fils, etc. Dans les plantes, dans les animaux, c'était... Et la génétique est arrivée pour dire, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des gènes qui se transmettent par rapprochement seulement, c'est-à-dire pas par filiation, mais simplement parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Et bien, alors, au lieu d'avoir des arbres bien faits, c'est un réseau complet qui se fait. Et ça aussi, ça se fait au hasard. C'est complètement... on ne peut pas savoir comment ça se fait. Le hasard, on ne peut pas dire que c'est pas l'absence de cause, c'est l'absence d'objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas fait pour quelque chose. Alors je sais que ça, il y a des gens qui en discutent, et même des gens de très haut niveau. Bon, je passe parce que je voudrais qu'on discute un peu. Le paléontologue parle d'une double causalité. On va expliquer ça. Il y a la causalité physique que nous connaissons dans toutes les sciences physiques, et puis une causalité biologique qui ne respecte pas forcément qui est autre chose. Bon, je reviens à Teilhard de Chardin, parce que c'est ça qui était mon thème particulier. Quand Patrick Thorpe parle de l'effet réversif de l'évolution, il dit simplement qu'il y a une espèce de retournement de l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution s'aperçoit que la lutte pour la vie, ça peut être aussi la lutte sociale. Ça peut être une espèce de retournement. Il utilise
une espèce de ruban pour expliquer ça, c'est assez évocateur. Donc, je continue et je cite là Teilhard de Chardin parce que c'est intéressant. Depuis Galilée, il pouvait sembler que l'homme eût perdu toute position privilégiée dans l'univers. Sous l'influence grandissante des forces combinées d'invention et de socialisation, le voilà en train de reprendre la tête. Non plus dans la stabilité, mais dans le mouvement. Non plus en qualité de centre, mais sous forme de flèche du monde en croissance. Néo-anthropocentriste, non plus de position, mais de direction dans l'évolution. Je ne veux pas faire une exposé parce que c'est très compliqué. Terme compliqué, je sais dit. Toute la lecture de Teilhard de Chardin nous montre que le monde se complexifie de plus en plus. Se complexifie. Les choses sont de plus en plus complexes. J'étais une fois à une conférence sur la souffrance au travail, vous savez, et il y avait un animateur qui expliquait qu'il faudrait qu'on soit solidaire, non seulement les ouvriers, mais les clients des entreprises, etc. Il dit, c'est compliqué. J'ai dû conclure la conférence en disant, le mot compliqué est venu continuellement dans la conférence. Il est venu continuellement, parce que les choses sont compliquées. Il ne faut pas que ça fasse peur que ce soit compliqué. C'est que l'homme est capable de régler des choses compliquées. Et quand, je vais terminer là-dessus, parce que c'est le sujet le plus important, quand Teilhard de Chardin parle du point oméga, c'est quelque chose d'utopique peut-être, utopique, alors c'est une expression, je ne sais plus qui. Vous savez, l'utopie, quand elle est devant moi, elle est 2 pas devant moi. Quand je fais 2 pas, elle est 4 pas devant moi. L'utopie, à quoi ça sert? Et ça sert à ça, à avancer. Et je crois que quand on parle du point oméga, on peut dire ça parce que ça paraît très, très complexe, très une énormité, mais je pense que c'est cela qui doit nous faire avancer. Ça veut dire que dans le point oméga, toutes les personnalités restent ce qu'elles sont, autonomes, rationnelles, intelligentes, mais elles font ensemble une unité autonome, rationnelle. Alors c'est plus notre logique, c'est vrai, c'est Dieu. Dieu n'est peut-être pas avant, mais il est après. C'est pas lui qui a dit ça, c'est moi qui le dis, mais je crois que c'est vrai. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Émulsion